Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, c'est la troisième de la série et je tenais tout d'abord à vous remercier pour toutes vos réactions et vos messages aux deux vidéos précédentes. Dans la première vidéo, je vous expliquais que la rupture était un moment extrêmement difficile à vivre, mais que c'est également une opportunité unique de transformer qui vous êtes et votre vie de manière positive. Comment? Eh bien à travers une démarche de connaissance de soi et d'épanouissement personnel, pour devenir en quelque sorte une meilleure version de vous-même, plus mature, plus consciente et plus épanouie. Une personne qui a appris à s'aimer et à s'apprécier, qui arrête d'accuser les autres de ses problèmes, qui a appris à communiquer, qui fait de meilleurs choix de vie et surtout qui ne reproduit plus les mêmes erreurs. Dans la seconde vidéo, je vous ai présenté les 8 erreurs les plus importantes à éviter après une rupture amoureuse et à la suite de ces vidéos, vous avez été nombreux et nombreuses à réagir, à m'envoyer des messages et à me poser des questions. Par exemple, Jessica qui m'a dit qu'elle faisait 5 des 8 erreurs que j'ai présentées et qu'elle allait essayer de ne plus les reproduire. J'ai également reçu le message de Xavier qui a été touché par le témoignage de Benoît dans la première vidéo car elle vit une histoire similaire à celle de Benoît. Ça lui a fait du bien de voir qu'on pouvait s'en sortir et être à nouveau heureux et épanoui après une rupture difficile, si l'on se donne les moyens de réussir et qu'on prend sa vie en main pour y arriver, bien sûr. Et quand je lis ce genre de message, ça me fait chaud au cœur et ça donne du sens à mon activité de coach. Alors, si vous prenez cette série de vidéos en route, un petit conseil, avant d'aller plus loin, allez d'abord voir les 2 premières vidéos en cliquant sur les liens qui se trouvent sur cette page, ainsi que dans mon dernier email. Parce que tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la suite simplement de ce que j'ai abordé précédemment. Alors prenez le temps pour visionner ces vidéos parce qu'elles vont vous aider. Et n'oubliez pas que vous le faites pour vous, pour aller mieux. Et surtout pour vivre une vie dans laquelle vous serez plus épanoui et plus heureux ou heureuse. Même si, bien sûr, aujourd'hui, vous n'allez pas bien, peut-être à cause d'une rupture ou d'une insatisfaction amoureuse. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter une démarche de transformation profonde. Cette démarche, c'est celle, tout simplement, que mes élèves suivent dans mon programme d'accompagnement. C'est cette démarche qui les aide à dépasser des moments difficiles de leur vie, à en ressortir plus forts, plus épanouis, avec plus de conscience et de maturité émotionnelle. C'est ce qui leur permet, entre autres, de surmonter plus rapidement et efficacement leur rupture, de ne plus vivre dans un constant besoin d'amour et de dégager une belle énergie, une énergie de bien-être et de sérénité qui attire l'amour. Alors que votre objectif soit de surmonter une rupture, de vous libérer du besoin d'amour ou tout simplement d'attirer l'amour à vous, cette vidéo va vous intéresser. Aujourd'hui, je vais vous donner les étapes principales que j'applique dans mon programme. Je ne pourrai bien sûr pas entrer dans les détails de la méthode, mais cela va vous permettre déjà de vous donner un bon aperçu de ce que vous devriez faire dans votre vie pour connaître une transformation profonde. En suivant les étapes de cette démarche, comme l'ont fait Benoît et Beverly que vous avez vu dans la première vidéo, et près de 500 autres femmes et hommes qui l'ont également suivi, vous pouvez transformer votre vie de manière profonde, durable et positive. Vous dégagerez alors une sérénité et une énergie naturelle qui attirera l'amour à vous. Et ce qui est génial, c'est que vous avez le contrôle. Vous ne subissez plus votre vie. Vous n'êtes plus en attente de votre ex ou que quelqu'un d'autre vienne vous sauver. Vous prenez votre vie en main, vous êtes responsable et autonome. Vous décidez de ce que vous souhaitez dans votre vie et de ce dont vous ne voulez plus. Le résultat, c'est que vous êtes plus heureux et épanoui dans votre vie. Pourquoi? Tout simplement parce que 1. Vous savez qui vous êtes, 2. Vous savez ce que vous valez et 3. Vous savez ce que vous voulez pour votre vie, le meilleur. Mais bien sûr, pour y arriver, vous vous en doutez, il faut prendre votre vie en main, car ça ne va pas arriver tout seul. Il y a une démarche à suivre qui va vous amener à ce résultat, et notamment une démarche active d'introspection. Et on ne va pas se mentir, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire. Ça va à l'encontre de notre premier réflexe, qui est d'aller à l'extérieur de nous pour chercher notre valeur dans le regard des autres. Et souvent à attendre que notre vie nous amène des changements positifs à travers le changement des gens qui nous entourent. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. On l'a vu dans les vidéos précédentes et vous le savez très bien. Et c'est encore plus le cas lorsque l'on est en dépendance affective. Parce qu'on a tellement besoin de nous sentir aimés et rassurés que l'on est entièrement focalisé sur l'autre. Ça peut être un ex ou quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Alors, on va rebondir de relation en relation pour aller chercher l'amour. Mais ça ne fonctionne pas comme ça.
Car souvent, on va gâcher nos histoires à cause de ce besoin d'amour, à cause de nos comportements et à cause d'un manque d'amour pour nous-mêmes et d'un manque de confiance en nos ressources. Et bien là, on va changer d'approche. C'est ce qui caractérise cette démarche. On va se recentrer, on va prendre du recul, prendre de la hauteur et on va partir à la quête de qui nous sommes. Ça va nous permettre, entre autres, de comprendre qui on est réellement, au-delà de nos blessures, de nos peurs et de nos masques, de nous libérer également de tout ce qui gâche notre vie et que nous générons nous-mêmes, souvent à notre insu. Et ça va nous aider également à ne plus penser à notre ex ou à moins penser à lui ou à elle, à ne plus vivre dans le besoin d'amour, à ne plus avoir de regrets ou de remords sur notre passé. Car nous serons focalisés sur nous dans le présent. Cette démarche est une démarche de conscience, de connaissance de soi et d'épanouissement personnel. Et écoutez attentivement car ça c'est très important. Cette démarche, c'est tout simplement ce qui sépare les gens qui ne savent pas qui ils sont, qui ne sont pas conscients de leur potentiel, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui laissent les autres décider à leur place, qui prennent les mauvaises décisions et qui subissent leur vie, des gens d'un autre côté, qui mettent de la conscience dans leur vie, qui savent qui ils sont, ce qu'ils veulent, qui s'aiment, qui se respectent et qui vivent des relations beaucoup plus satisfaisantes et épanouies. Car lorsqu'on apprend à mieux se connaître, à développer la conscience que l'on a de nous-mêmes, lorsque l'on a la volonté forte de nous améliorer et d'apprendre à nous aimer, à nous respecter et à nous faire confiance, tous les domaines de notre vie en sont transformés. Et ça, vous le savez au fond. Mais pour ça, il y a des actions à entreprendre. Comme je l'ai dit, ça ne va pas venir tout seul. Mais la majorité des personnes, elles ne sont pas prêtes à le faire. Et il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'elles pensent que c'est difficile. Alors que non, tout le monde peut y arriver. Il suffit de décider et de se donner les moyens d'y arriver. La deuxième raison pour laquelle les gens ne sont pas prêts à suivre une démarche d'introspection et d'épanouissement personnel, c'est qu'elles ne croient pas en elles et qu'elles s'auto-sabotent et souvent sans même le savoir. Car vous le savez, le meilleur moyen d'échouer, c'est de ne pas se donner les moyens de réussir. C'est de ne pas essayer. Et le meilleur moyen d'entretenir des problèmes dans notre vie, c'est de ne rien changer pour les résoudre et attendre que les problèmes se résolvent tout seuls. Mais comme vous le savez, nos problèmes se résolvent rarement tout seuls. De plus, comme c'est souvent nous qui générons ces problèmes, sans le savoir, à travers nos croyances limitantes et à travers nos choix et nos comportements, eh bien forcément qu'ils ne vont pas se résoudre ces problèmes. Parce que c'est nous qui les générons. Et peut-être que ça vous parle. Quand vous savez ce que vous devez faire et que vous ne le faites pas, ça porte un nom. Ça s'appelle de l'auto-sabotage, tout simplement. À vrai dire, ce n'est pas de votre faute. Si vous avez une mauvaise estime de qui vous êtes, si vous vous auto-sabotez sans le savoir, si vous avez un syndrome de l'imposteur, si vous avez eu une enfance difficile, que vous avez manqué d'amour, si vous n'avez pas confiance en vous, ou si vous ne vous aimez pas assez pour prendre les bonnes décisions pour vous, c'est peut-être pas de votre faute, ok. Mais on fait quoi maintenant? On reste dans notre situation, sans rien faire? On accuse notre enfance, notre éducation, nos parents, la vie, les hommes, les femmes qui ne veulent pas nous donner ce qu'on aimerait qu'ils nous donnent. Mais c'est pas en accusant les autres que votre vie changera. Et ce ne sont pas les autres qui changeront votre vie, contrairement à ce que vous pensez. Alors qui est-ce qui peut changer tout ça pour que vous soyez pleinement épanoui et heureux ou heureuse dans votre vie? Eh bien c'est vous. C'est vous et uniquement vous. Il n'y a que vous qui puissiez transformer qui vous êtes et ainsi transformer votre vie et la relation que vous entretenez avec les autres. Pour changer votre vie de manière positive, vous devez procéder à un changement intérieur profond. La transformation, elle part de l'intérieur et ensuite elle se diffuse à l'extérieur de vous. Si vous dégagez une énergie du manque et du besoin, vous attirerez des problèmes, des relations et une vie de mauvaise qualité. À l'inverse, si vous dégagez une énergie de la joie, de l'amour, de la sérénité, vous allez attirer à vous l'amour, les relations de qualité et de belles opportunités. Et ce, dans tous les domaines de votre vie, pas seulement dans le domaine amoureux. Donc comprenez que le changement, il part avant tout de l'intérieur. N'attendez pas que le monde change autour de vous. Changez et votre vie changera. C'est votre responsabilité de vous améliorer, de corriger ce qui pose problème en vous et ainsi d'améliorer la qualité de votre vie à travers de nouveaux choix et de nouveaux comportements. Personne ne pourra le faire à votre place. Précédemment, je vous ai parlé d'une démarche pour transformer votre vie. Cette démarche commence par prendre conscience de votre responsabilité et de votre pouvoir dans votre vie. Vous avez le pouvoir de changer des choses.
à condition de vous recentrer et d'arrêter de faire l'erreur de vous focaliser sur les autres. Et à condition de connaître les bonnes questions à vous poser et les bonnes actions à entreprendre. Et c'est souvent ce qui vous bloque. Parce que le souci, c'est que vous ne savez souvent pas par où commencer et comment vous y prendre. Vous êtes perdu. Je l'évoquais dans la seconde vidéo, celle où je vous donne les 8 erreurs à éviter après une rupture. Eh bien pour commencer, c'est simple. Je vous recommande d'identifier vos croyances limitantes. Car tous nos problèmes partent de nos croyances. Alors c'est quoi une croyance? C'est tout simplement quelque chose que l'on croit être vrai. On croit qu'elle est vraie, mais c'est juste notre perception. Nos croyances, elles peuvent être positives et aidantes, ou elles peuvent être négatives et limitantes. C'est-à-dire avoir un impact négatif dans notre vie et nous limiter. Par exemple, je peux penser que je suis quelqu'un de valeur, ou je peux penser que je suis quelqu'un qui n'a pas de valeur. Nos croyances ont donc un impact sur notre manière de voir qui nous sommes, les autres et le monde qui nous entoure. Par exemple, si je pense que je suis moins bien que les autres, que je n'ai pas de valeur, ou que je ne suis pas intéressant, il est fort probable que je n'ai pas confiance en moi et que je fasse de mauvais choix dans ma vie. Je vais dégager une énergie du doute, du manque de confiance. Je vais louper probablement de belles opportunités dans ma vie, des opportunités amoureuses, mais aussi personnelles ou professionnelles. Et il est fort probable que je gâche mes relations amoureuses. Et lorsque je subirai une rupture, je penserai que je n'arriverai pas à trouver quelqu'un d'autre, puisque je pense ne pas avoir de valeur ou être moins bien que les autres. C'est logique au final. Il y a une logique à tout ça. Je connaîtrai des échecs et j'en viendrai à la conclusion que c'est vrai. Je suis moins bien que les autres et je n'ai pas de valeur. Car il y a quelque chose de très important à comprendre concernant les croyances. Elles s'auto-réalisent. Et le souci, c'est que des croyances, on en a des centaines. Des croyances sur qui on est, sur ce que devrait être un couple, sur ce qu'est le bonheur, sur ce que devrait être un bon père ou une bonne mère, sur ce qu'on doit faire ou ne pas faire pour être quelqu'un de bien. Alors, vous comprendrez facilement que selon notre éducation et selon l'amour que nous ont porté nos parents, on aura créé en nous des croyances qui sont positives ou négatives. Et la majorité des problèmes que nous rencontrons proviennent de nos croyances limitantes et de l'interprétation des événements que l'on rencontre dans notre vie à travers le prisme de nos croyances. Les croyances ont un impact si important dans notre vie que j'y ai dédié un module entier de mon programme d'accompagnement. Et c'est d'ailleurs le premier module de la formation. On commence par ça. Parce que tout part de nos croyances. Donc, si vous souhaitez changer votre vie, vous devez commencer par identifier en priorité les croyances limitantes qui ont l'impact négatif le plus important dans votre vie. Puis, vous devez prendre une à une ces croyances les plus négatives, les analyser, comprendre d'où elles proviennent et les remettre en question, les challenger. L'objectif, c'est de commencer à ramollir ces croyances rigides qui ont un impact négatif dans votre vie. Et ensuite, vous les remplacez progressivement par de nouvelles croyances, au minimum neutres et si possible par des croyances positives et aidantes. Alors le but, c'est pas de faire de la psychologie positive et de se convaincre qu'on est les plus beaux et qu'on est géniaux et qu'on est super. Le but, c'est au minimum d'être honnête avec nous-mêmes. C'est de ne pas nous dévaloriser. Et ça demande à se poser les bonnes questions, à émettre de la conscience et à ne pas tomber dans les nombreux pièges inhérents à cette démarche. Vous comprendrez facilement que cette démarche, elle nécessite de disposer d'un cadre et d'un processus clair et simple à suivre pour la mener efficacement. En résumé, pour changer votre vie, vous devez commencer par cette remise en question de vos croyances. Ça va vous aider à changer la perception de qui vous êtes et également à vous libérer des contraintes que vous mettez dans votre vie de couple et dans votre vie personnelle et même professionnelle. Des contraintes qui vous empêchent d'être heureux ou heureuse car elles vous empêchent d'être qui vous êtes vraiment et de croire en vous. Alors, lorsque vous identifierez vos croyances, vous serez amené à analyser leurs origines. Et on va dire, il n'y a pas de hasard. Elles sont généralement issues de notre éducation et de notre environnement familial. C'est également à travers les croyances que vous pourrez identifier certaines blessures et certains comportements qui vous pénalisent dans votre vie. Alors, c'est important pour vous d'identifier ces blessures, de les comprendre et les accepter comme faisant partie intégrante de votre histoire de vie. Il y a des exercices qui vont vous aider à les identifier et surtout à accepter ces blessures, et notamment à travers l'acte de pardonner certaines scènes du passé. Alors le but de la démarche, c'est pas de faire une psychanalyse, c'est pas d'analyser toutes les scènes de notre enfance, surtout pas. Du moins, si c'est ce que vous souhaitez, vous pouvez le faire, bien entendu. C'est votre choix, mais c'est pas ce qu'on fera dans une démarche d'épanouissement personnel, du moins celle que je propose. On peut analyser le passé. C'est utile pour comprendre pourquoi on a des problèmes aujourd'hui dans notre présent.
pour comprendre comment se sont créées nos croyances limitantes. Mais si on reste ancré dans le passé, si on suranalyse ce passé, on va s'y perdre. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Car au final, on n'avancera pas. Et nous, ce qu'on veut, c'est avancer. C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes, après plusieurs années avoir suivi une thérapie, rejoignent mon programme et se font accompagner. Tout simplement parce qu'elles ont besoin d'aller plus loin. Et surtout, elles ont besoin d'aller de l'avant avec des actions d'introspection, mais aussi des actions concrètes. Elles veulent prendre leur vie en main. Ensuite, la troisième étape de la démarche, c'est d'identifier pourquoi on attire systématiquement le même type de situation dans notre vie ou le même type de partenaire. En résumé, des schémas répétitifs. Alors bien sûr, l'analyse des croyances et des blessures, elle va vous y aider. Mais il est important également de prendre du recul et de comprendre comment notre communication verbale et non verbale impacte la relation que l'on a à l'autre. Car vous le savez, même quand nous ne parlons pas, nous envoyons des messages. À travers notre posture, à travers notre regard, à travers l'expression de notre corps et de notre visage. Notre corps parle à notre place. Et quand vous serez conscient de ce que vous dégagez à votre insu, vous pourrez modifier ces choses en vous. Et quand vous les aurez changées, vous obtiendrez un changement du comportement des gens autour de vous. Encore une fois, il y a une logique, puisque les autres vont réagir aux messages que nous envoyons. Quand je parle de messages, je parle de messages non verbaux notamment. Et ce qui est important, c'est aussi de comprendre que dans notre relation aux autres, nous nous positionnons d'une certaine manière, sans le savoir généralement. Et notre positionnement dans la relation, elle a un impact sur notre communication. Elle a un impact sur l'autre. Par exemple, certaines personnes traitent leur conjoint comme un enfant. Ça va donner certains résultats. D'autres se comportent eux-mêmes comme des enfants. Ça va donner un certain résultat et des problèmes. Il y a des dynamiques en jeu dans nos relations. Et c'est important de les connaître et de les reconnaître. Il faut connaître les concepts. Mais il faut aussi comprendre comment on communique et comment on se positionne dans la relation. Car le souci, c'est qu'on ne nous a jamais appris à communiquer. Notre communication à l'âge adulte, c'est la simple reproduction de mécanismes qu'on entretient depuis l'enfance. Vous vous rendez compte? Et tout cela à notre insu. C'est fou quand on y pense. Et la majorité des problèmes qu'on entretient dans nos relations, elle est liée à notre communication. Et c'est peut-être une des problématiques que vous rencontrez dans vos relations et qui vous ont peut-être déjà mené à une rupture. Donc le but, c'est d'identifier tout ça et d'arrêter de répéter les mêmes schémas. Pour cela, vous devez donc prendre conscience de votre positionnement dans la relation et apprendre à communiquer de manière différente. Et ça, ce sont tout simplement des connaissances et des compétences à acquérir. Et c'est si important, ce domaine de la communication verbale, non verbale et de notre positionnement dans la relation, que j'ai dédié 2 modules de mon programme d'accompagnement. En résumé, pour réussir votre relation aux autres, il y a des choses à changer en vous, comme les croyances, mais ça comprend également tout ce qui concerne la communication. Lorsque vous apprendrez les dynamiques des relations, vous aurez des prises de conscience. Vous comprendrez pourquoi certaines relations n'ont jamais fonctionné. Ou pourquoi vous n'arriviez pas à dépasser le stade de la rencontre. Et lorsque vous apprendrez des outils et des techniques de communication, eh bien votre relation aux autres changera et votre vie changera. Et cette notion d'apprentissage, elle est importante dans le cadre d'une démarche d'épanouissement personnel. Je pourrais dire que on ne devient pas comptable sans apprendre la comptabilité. Et on ne devient pas un bon communicant si on n'apprend pas la communication. On ne devient pas un bon partenaire si on ne comprend pas les relations humaines. Et c'est vraiment un point important sur lequel je souhaite insister. Lorsque vous étiez à l'école, vous avez appris des choses dont la majorité d'ailleurs ne vous ont pas été utiles dans votre vie d'adulte. C'est un peu dommage. Dans votre carrière professionnelle, vous avez également appris des choses. Vous avez passé votre temps à apprendre des choses. Mais réfléchissez un instant. Quelles sont les connaissances qui vont le plus vous servir dans votre vie? Eh bien, ce sont les connaissances et les compétences qui sont liées à vous, à votre développement, à votre relation aux autres et à la compréhension de l'humain. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment que vous preniez conscience que lorsque vous avez acquis ces compétences humaines, cette compréhension de l'humain et la connaissance de qui vous êtes, vous devenez tout simplement un meilleur être humain. Pas meilleur en termes de performance, meilleur en termes de conscience, de maturité et de relations humaines. Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie avant tout? C'est réussir votre vie, mais votre vie amoureuse, votre vie sociale. Votre vie dépend de votre relation avec vous-même, mais aussi de votre relation aux autres. Le but de l'autonomie, et notamment de l'autonomie affective, c'est pas de nous passer entièrement des autres. C'est pas ça le but. Nous sommes des êtres d'amour, nous sommes des êtres sociaux.
Nous avons besoin de relations sociales et nous avons besoin d'amour pour être heureux. Mais ça s'apprend. C'est vraiment important que vous en preniez conscience. Donc, j'espère que ce que je vous dis aujourd'hui résonne en vous, vous parle. Peut-être que vous avez des prises de conscience, je l'espère, car ce sont vraiment des concepts importants à comprendre. Et à propos des compétences, il y en a une qui est également importante et qui fait partie de cette démarche d'épanouissement personnel, c'est la gestion des émotions. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vous faire un cours entier sur la gestion des émotions. En revanche, connaître et apprendre à gérer vos émotions, c'est ce qui va vous permettre de mieux vous comprendre. De comprendre que vos émotions, elles ont un rôle clé dans votre vie et que vous ne devriez pas les refouler ou les ignorer. En connaissant les émotions et en vous connectant à celles-ci, celles que vous vivez, vous serez en mesure de mieux vous connaître et de mieux vivre ces émotions. Alors bien entendu, comme pour la communication que j'ai évoquée précédemment, vous devriez au minimum avoir une connaissance des émotions. Comment elles fonctionnent, leur rôle. Mais vous avez aussi des outils de gestion des émotions qui vont vous permettre de mieux les gérer. Ce sont des outils qui sont utiles, et je dirais même importants, car comme je le disais, nous sommes des êtres d'émotions et le fait de maîtriser le domaine va vous permettre de mieux les vivre et donc de vivre avec plus de sérénité. Ça peut être utile dans votre vie de couple, avec vos amis, avec votre famille. C'est vraiment important que vous le compreniez. Alors, je fais un petit récap de tout ce qu'on a vu. Les croyances, les blessures, la communication, les schémas répétitifs et les émotions. Il nous manque quand même des choses importantes dans cette démarche. C'est toute la partie de développement de la confiance en soi, de l'affirmation de soi et de l'estime de soi. Alors, le travail sur les croyances et sur les blessures va vous y aider. Mais je dirais que c'est plutôt un prérequis, une préparation à d'autres actions complémentaires. Alors je vais faire un petit rappel tout d'abord sur cette notion de confiance en soi. C'est un terme générique qu'on utilise souvent sans trop savoir à quoi ça correspond. On dit « j'ai pas confiance en moi ». D'ailleurs, de nombreuses personnes viennent me consulter pour un problème de confiance en soi, alors que leur problématique relève très souvent de l'estime de soi, et notamment d'une basse estime de soi. Vous allez me demander, mais Sandrino, quelle est la différence entre estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi? Alors tout d'abord, ces domaines, ils sont liés entre eux. Et chacun de ces domaines a un impact sur les autres. Par exemple, si on développe l'estime de soi, cela aura un impact sur la confiance en soi et l'affirmation de soi. Et à l'inverse, si on a une basse estime de soi, on aura généralement moins confiance en nous. C'est pas toujours le cas, mais c'est une tendance assez forte et notamment dans le domaine amoureux. Passons maintenant aux définitions. L'estime de soi, c'est ce que l'on pense de soi. C'est comment on s'estime. Quelque part, c'est la valeur que l'on s'accorde. C'est l'image que l'on a de nous. Lorsqu'on a une estime de soi qui est saine et équilibrée, on sait qu'on est important. On se porte donc de l'amour et de la bienveillance. On peut douter de nous, mais on ne se dévalorise pas. On se respecte et on n'accepte pas que l'on nous maltraite. On peut connaître des échecs sans pour autant que ça remette en question qui nous sommes. À l'inverse, lorsqu'on a une basse estime de soi, il y a une petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit régulièrement des choses négatives. Ça pourrait être par exemple « je suis nul, je suis moins bien que les autres, je suis pas intéressant, je suis pas intelligent, je suis moins important que les autres sont plus importants que moi, je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas d'être heureux ». Vous remarquerez, ce sont souvent des pensées qui commencent par « je suis » ou « je ne suis pas », car elles feront référence à qui on est. Lorsqu'on a une basse estime de qui on est, on aura aussi un fort besoin de nous sentir aimés, rassurés, appréciés et approuvés par les autres en permanence. On sera donc très sensible au regard des autres. D'ailleurs, la dépendance affective est un fort besoin d'amour qui est lié à une basse estime de soi et qui génère des croyances limitantes et négatives. Et la conséquence, si vous êtes en dépendance affective, c'est que souvent vous ne supportez pas le célibat ou que vous êtes au fond du trou après une rupture. Alors c'est normal d'être triste après une rupture. Mais si vous avez l'impression que votre vie n'a pas de sens sans l'autre, là, c'est un gros problème. Sachez que la clé d'une vie heureuse passe par le développement d'une estime de soi qui est saine et équilibrée. Passons maintenant à la confiance en soi. La confiance en soi, c'est l'opinion que vous avez sur vos capacités à faire des choses. C'est la confiance en vos actes, en vos compétences. C'est donc pas vraiment un jugement sur qui vous êtes, mais un jugement sur votre aptitude à réussir quelque chose. Alors, comme je le disais, l'estime de soi et la confiance en soi sont très liés, sont intimement liés. Puisque si vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous êtes moins bien que les autres, vous risquez bien entendu de vous dévaloriser en termes de compétences. De dire « je ne suis pas capable de faire telle chose ». C'est d'ailleurs une des causes du syndrome de l'imposteur, qui concerne des personnes qui sous-estiment leurs capacités, même quand elles connaissent le succès. Elles sous-estiment leur réussite
car il y a une voix à l'intérieur d'elles qui leur dit « ce n'est pas assez, je ne suis pas assez » ou « il faut en faire plus, toujours plus ». Cette petite voix, elles l'ont héritée d'un de leurs parents, généralement pendant leur enfance, adolescence et peut-être même à l'âge adulte. Ce parent les poussait cet enfant à l'excellence et n'était jamais content du résultat, c'était jamais assez. Il fallait toujours en faire plus. Et l'enfant, et peut-être même l'adolescent et l'adulte, cherche toujours à en faire plus pour satisfaire ses parents, et ce afin de se sentir aimé. Parce qu'à la fin, c'est l'amour qu'on recherche. C'est rendre fiers nos parents, c'est que nos parents sont fiers de nous. Et le souci, c'est que ce syndrome, il se développe et persiste à l'âge adulte. Alors qu'on ne devrait pas passer notre vie à prouver à nos parents que nous sommes valables pour qu'ils nous aiment et soient fiers de nous. À chercher absolument leur reconnaissance et notre valeur dans leur regard. Bref, c'est également un sujet important, source de nombreuses frustrations. Et cette démarche d'introspection, de connaissance de soi et de développement personnel permet également d'identifier et de se libérer de ce syndrome de l'imposteur. Passons maintenant à l'affirmation de soi. Bien entendu, elle est étroitement liée à l'estime et à la confiance en soi. Car c'est pas simple de s'affirmer avec autrui si on a une basse estime de soi ou si on n'a pas confiance en nous. Et c'est logique. Comment réussir à vous affirmer auprès des autres et à vous faire respecter alors que vous ne croyez pas en vous, que vous ne vous aimez pas, que vous n'aimez pas qui vous êtes ou que vous vous dévalorisez? Plus l'estime que l'on se porte est basse, plus on aura des difficultés à s'affirmer auprès des autres. C'est logique. On aura des difficultés à dire non, à refuser des services et à se faire respecter par exemple. Souvent par peur du rejet d'ailleurs, ou par peur de ne pas être aimé. Alors parfois il y a des exceptions. Il y a parfois des personnes en dépendance affective, en amour, qui savent s'affirmer dans le domaine professionnel, mais ne se respectent pas forcément dans la sphère amoureuse. D'ailleurs, c'est systématiquement dans la sphère amoureuse que l'on remarque les problématiques les plus flagrantes liées à l'estime de soi, à la confiance en soi et à l'affirmation de soi. À ce sujet, d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté sur la gentillesse. Alors la gentillesse, c'est une belle qualité, vraiment. Mais lorsque l'on est trop gentil, lorsque l'on fait tout pour les autres, lorsqu'on fait passer les autres avant nous, eh bien cette qualité devient un défaut. Si vous êtes trop gentil ou trop gentille, vos partenaires auront des difficultés à s'attacher à vous aimer, puisque quelque part, vous ne vous considérez pas comme quelqu'un d'important. Vous considérez les autres comme plus importants que vous. Vous les faites passer en priorité. Vous faites tout pour eux. En d'autres mots, si les autres sont plus importants que vous, ça signifie que vous vous dévalorisez. Et bien entendu, vous trouverez aussi souvent quelqu'un pour profiter de vous et de votre gentillesse, puisque votre comportement incitera les autres à le faire. Alors j'espère que vous comprenez bien ces liens qui existent entre l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, et bien sûr toutes les conséquences négatives dans votre vie si vous vous dévalorisez. Donc, vous devez absolument développer l'estime que vous portez, mais également la confiance en soi et l'affirmation de soi. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a des actions à entreprendre et que certaines actions vont être plus axées sur l'estime de soi, d'autres sur la confiance en soi et d'autres sur l'affirmation de soi. Mais chaque action de développement, elle va être utile d'une manière ou d'une autre sur votre développement et elle aura un impact positif sur ces différents domaines. Alors aujourd'hui, je ne vous donnerai pas un exercice spécifique pour développer l'estime de soi ou la confiance en soi ou l'affirmation de soi. Pourquoi ? Car ce serait une erreur de croire qu'il suffit de faire un ou deux petits exercices pour transformer l'image que vous avez de vous-même. Ça demande un réel plan d'action, où chaque action développera un ou plusieurs des 3 domaines. Mais vous l'aurez compris, ces exercices de développement personnel, ils vont bien fonctionner si et seulement si vous avez au préalable travaillé sur vos croyances et sur vos blessures. Et c'est la raison principale pour laquelle la majorité des personnes n'arrivent pas à se débarrasser de leurs problèmes amoureux ou même professionnels parfois. Elles pensent qu'il suffit de lire des livres et de regarder des vidéos pour que leur vie s'améliore. Alors moi, je vous le recommande, c'est utile de lire des livres et de regarder des vidéos, d'écouter des podcasts. Mais si vous faites un exercice par-ci par-là, c'est comme si vous alliez à la salle de sport dans l'objectif d'avoir un beau corps, un corps de rêve, mais que vous fassiez 1 ou 2 exercices seulement et de manière déstructurée et pas ordonnée dans le temps. Ça va pas fonctionner. Et concernant les livres, pour avoir lu plus de 200 livres de psychologie et de développement personnel, il y en a beaucoup qui sont derrière, j'ai appris beaucoup de choses. Certains livres m'ont aidé, mais ça n'a pas transformé ma vie. Ce qui a transformé ma vie, c'est la démarche d'introspection, de connaissance de soi et de développement personnel que j'ai faite. C'est le fait de prendre du recul, de me poser des questions, des bonnes questions, pas les mauvaises,
de faire face à mes peurs, d'arrêter de me fuir, et cette volonté forte de chercher en moi les clés et les ressources pour mieux me comprendre et pour mieux faire face à mes difficultés. Et en ce qui me concerne, ça m'a pris plus de 10 ans pour y arriver. Tout simplement parce que je suis parti de zéro. Il n'y avait pas de programme de développement personnel à ce moment-là. Et surtout parce que j'ai voulu y arriver seul, sans demander de l'aide. Ça, c'est un problème important chez les hommes. Cette fierté de ne pas vouloir demander de l'aide. Si à l'époque, j'avais fait appel à un coach, mon évolution, elle aurait été exponentielle. Mais bien heureusement, vous, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'attendre 10 ans pour apprendre à mieux vous connaître, développer l'estime de soi, la confiance en soi, pour modifier vos croyances, pour mieux communiquer, pour penser vos blessures ou pour mieux gérer vos émotions. Vous pouvez commencer à transformer qui vous êtes et votre vie en l'espace de quelques mois si vous suivez une démarche qui est structurée et avec un accompagnement professionnel adapté. Alors si la démarche que je vous ai présentée aujourd'hui, elle résonne en vous, si elle vous intéresse, si vous en avez envie, surtout c'est important d'en avoir envie, je vous enverrai dans quelques jours des informations sur mon programme d'accompagnement qui s'appelle 4 mois pour transformer votre vie amoureuse. C'est un programme qui est basé sur la démarche que je vous ai présentée aujourd'hui. Depuis sa création, j'ai accompagné près de 500 femmes et hommes à travers ce programme à rebondir après leur rupture, à prendre leur vie en main, à apprendre à s'aimer, à se faire confiance et à en ressortir transformés. Alors pour l'instant, les inscriptions à ce programme, elles sont fermées. Vous ne pouvez pas vous y inscrire. Mais si c'est une démarche qui vous intéresse, les inscriptions vont bientôt ouvrir et je vous préviendrai par email. Vous aurez alors la possibilité de rejoindre ce programme, de bénéficier de la formation, de mes conseils, de mes analyses de cas dans des coachings de groupe ou dans des coachings individuels, ce sera en option. Et dans quelques jours, je vous enverrai cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous le contenu complet du programme d'accompagnement et où je répondrai aux questions les plus fréquentes. Ce qui est important aujourd'hui, c'est si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à cette vidéo ou sur le programme, vous pouvez le faire comme d'habitude en répondant à un de mes emails ou en laissant un commentaire sous cette vidéo. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a été utile, j'espère que vous avez eu des prises de conscience. Si c'est le cas, dites-le moi sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.